Monsieur Jacob Cohen, bonjour. Bonjour. Bonjour à mes amis de Cherview. Merci beaucoup. Merci encore une fois de nous accorder cette troisième interview qui va porter beaucoup plus sur le communautarisme musulman, le communautarisme plus généralement ici en France. Quelles sont les communautés qui sont, entre guillemets, organisées, moins organisées, etc., etc. Donc, justement, concernant ce sujet-là, tu as en début d'année, je crois, le 4 janvier dernier, créé une page qui s'appelle Manifeste pour un communautarisme musulman décomplexé. Et donc, du coup, on aimerait bien savoir pourquoi, on pose une question naïve dès le départ, pourquoi as-tu créé cette page? En fait, c'est un appel aux musulmans à s'organiser en France et à copier, je le dis carrément, parce qu'il faut copier sur ce qui marche bien et copier sur ce que font les juifs en France, qui sont très bien organisés. Et l'organisation, ça leur permet de constituer une force. Par principe, je ne suis pas communautariste. Moi, je serais pour une France libre, laïque, égalitaire, où chacun fait ce qu'il veut. Mais ça marche dans un pays où les droits de tous sont respectés de façon égale. Sauf qu'en France, il y a une communauté, il y a un communautarisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, il y a une communauté qui jouit de trop de droits et qui empêche les autres communautés de s'exprimer, notamment la communauté musulmane. En fait, c'est une communauté qui veut dominer la France, qui veut diriger la France, selon ses principes, selon ses intérêts, et les intérêts d'Israël, et en même temps, elle empêche les autres de s'organiser en lui disant il ne faut surtout pas faire de communautarisme. Alors que c'est ce que font les Juifs, ils font du communautarisme à outrance, mais en ne le disant pas et en interdisant aux autres de le faire. Et donc moi, j'appelle les musulmans à s'organiser et décomplexer de manière décomplexée, ça veut dire de s'affirmer et de le dire, oui, nous nous organisons en tant que musulmans. Voilà. Puisqu'il existe des organisations juives, les étudiants juifs de France, l'Union des patrons juifs de France, l'Union des avocats juifs, etc., et bien qu'il y ait l'équivalent des musulmans, voilà, sans complexe. D'accord. Donc justement, ça tombe bien, parce que tout ça, ce que tu dis, ça se recoupe avec ce que dit Karim Rachoui, qui dit, je le cite, qui dit « L'État nous pousse au communautarisme ». Tout à fait. Oui. Et donc du coup, justement, en partant de ce principe-là, qui est réellement un acteur fervent de, on va dire, la promotion et de la défense de ce communautarisme musulman ici en France? Mais bon, on en a cité un, Karim Rachoui, pour éventuellement nous dire ce qu'il fait directement ou indirectement, mais mis à part lui, il y a Islam et Info, avec son présentateur dont je ne me rappelle plus le nom, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire justement qui, selon toi, fait du bon travail dans ce sens-là? Bon, Karim Rachoui, il traîne quelques casseroles judiciaires. Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'entrer dans ce débat. Pour moi, je l'appuie de toutes mes forces. C'est-à-dire, j'appuie sa démarche. Voilà. Parce que sa démarche est une bonne démarche. Voilà. C'est-à-dire qu'il va dans le bon sens. Dans le sens de s'affirmer et de s'organiser. Voilà. Islam Info font aussi c'est un peu d'autre côté. C'est-à-dire, Islam Info sont religieux. Donc, ultra-religieux même. Mais ils font je les ai côtoyés, j'ai fait une vidéo avec eux il y a 2-3 ans. Oui, d'ailleurs, tu pourras nous dire de quoi ça a traité. Et je trouve que, à l'époque, j'avais utilisé le terme de communautarisme de résistance. Donc déjà, à l'époque, il y a 2-3 ans, j'avais utilisé le terme de communautarisme de résistance pour dire aux musulmans, à l'époque déjà, je militais pour ce communautarisme-là. Depuis combien de temps tu milites pour ça, tu dis? Non, depuis 2-3 ans au moins. C'est-à-dire, on m'avait interrogé là-dessus, et j'avais dit, à l'époque, j'avais utilisé l'expression communautarisme de résistance, où j'appelais les musulmans à s'organiser pour résister, voilà. Il y a d'autres organisations comme le CCIF, comme Oumma.com, etc. Toutes ces organisations vont dans le bon sens. Sauf que moi, j'estime qu'il n'y a pas suffisamment
d'organisations musulmanes organisées, communautaristes organisées. Voilà. Ça veut dire que j'ai fait une conférence à Marseille le 26 avril, je crois, avec Alain Soral, où j'avais utilisé l'expression suivante. J'avais dit que les Juifs avaient tissé une toile d'araignée par le haut en France, c'est-à-dire ils dominaient par le haut, et j'invitais les musulmans à tisser une toile par le bas. Parce que de toute façon, les places en haut sont prises. Voilà. Et donc, il fallait qu'ils organisent, qu'ils tissent voilà, une toile d'araignée, voilà, partout, dans tous les quartiers, dans les immeubles, dans les lycées, etc. Mais de ne pas avoir peur de s'organiser, même en association, et d'aller devant les tribunaux, et d'imposer leurs associations musulmanes, et ainsi de suite. Voilà. Oui. Je me posais une question justement au sujet du CFCM, le Conseil français du culte musulman, et donc on voulait avoir ton avis là-dessus. Non, pour moi, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas exactement dans la ligne que je préconise. Moi, je préconise un communautarisme militant. Voilà. C'est-à-dire même qui irait contre les désidérata du pouvoir et contre la soumission au pouvoir et au CRIF. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer des organisations qui dénoncent la mainmise du CRIF, qui dénoncent la sionisation de la France et qui défendent les intérêts réels des musulmans. Je veux dire leur place, qu'ils relèvent la tête. Voilà. Je trouve que le CFCM, pour moi, en grande partie en tout cas, il est soumis au pouvoir, à Sarkozy, et il fait la courte échelle au CRIF, il participe au dîner du CRIF, etc., sans condition, voilà. Donc il accepte les règles du jeu établies par le CRIF et le pouvoir. Et ça, pour moi, c'est un pas, mais c'est pas suffisant. C'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui avait créé le CFCM. On crée des organisations comme ça pour empêcher les musulmans, justement, de créer des organisations plus radicales et plus revendicatives. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus légitime aux musulmans de France de dénoncer ces pseudo-associations ou groupes qui défendent, on va dire, la communauté, parce que in fine, ils ne défendent pas les intérêts des musulmans, ils défendent la vision de l'islam de France telle que la voit la classe politique. Exactement. Donc, du coup, ça c'est aussi un autre combat que les musulmans devraient mener. Bien sûr, par exemple, je prends le CRIF, il dit toujours aux musulmans, il ne faut pas importer le conflit du Proche-Orient en France. Oui. Mais que fait le CRIF? Il ne fait que ça. Que l'importer. Oui, on est bien Par contre, il dit aux musulmans, il ne faut pas importer. Oui. Et donc, moi, je préconise que lorsque le CRIF demande à un musulman de venir assister à un dîner du CRIF, régional, parce qu'il y a des CRIF, des dîners régionaux, à Marseille, etc., qu'ils leur disent, très bien, mais publier un communiqué contre l'occupation sioniste israélienne de la Cisjordanie, par exemple. Et on viendra dîner. Mais il n'est pas question qu'on se soumette. Or, les musulmans ne font pas ça. Parce qu'ils ont dans l'ADN, un élément de soumission. Voilà, c'est ce que tu disais aussi dans les autres vidéos. Et donc, il faudrait, et c'est pour ça que je fais plus appel aux jeunes, parce que les jeunes sont beaucoup plus libres que leurs aînés, et donc ils peuvent créer des associations. Donc tu penses réellement dans cette génération et la génération à venir, il y a un certain renouveau? Ah, tout à fait. D'ailleurs, j'ai même lancé un appel aux lycéens d'organiser des groupes comme ça de solidarité dans les lycées, dans les universités, de créer comme ça, déjà de commencer sur des bases lycéennes, collégiennes et universitaires. D'accord. Donc du coup, comme on a dit, donc tu appelles à une organisation communautaire musulmane décomplexée. Je vais poser peut-être une question naïve. Oui. Le vivre ensemble en France n'est-il plus possible? C'est-à-dire, autrement dit, je suis en train de poser la question des gens qui aimeraient bien discréditer de façon froide un petit peu le combat que tu aimerais bien défendre. Il y a des gens qui pourraient éventuellement se poser la question, c'est que le vivre ensemble en France ne serait pas possible. Et moi, personnellement, je peux me poser la question, est-ce qu'il a réellement existé ce vivre ensemble? C'est-à-dire, on vit en France depuis quelques années dans une vision où il y a les juifs qui sont ultra protégés, et les Français on va dire les Français de souche, entre guillemets,
qui voient leurs droits se faire grignoter de jour en jour, et les musulmans, autrement dit, qui n'ont jamais été vraiment, enfin, quand je dis vraiment avec un V majuscule, organisés pour justement ne pas quémander ces droits. On peut se poser naïvement cette question-là, parce qu'on a l'impression que c'est essentiellement cette vision qui est durée depuis les années 80. Le vivre ensemble, tel que l'imagine, tel que l'envisage le pouvoir, oui. Et quand je dis le pouvoir, ça veut dire qu'elle écrive derrière, oui. enfin les organisations judéo-sionistes, oui. C'est un vivre ensemble où les musulmans ferment leur gueule et rasent les murs et ne s'habillent pas comme on veut qu'ils s'habillent. Voilà. Et c'est ça le vivre ensemble. C'est-à-dire que les musulmans acceptent d'être soumis, acceptent l'idéologie globale. Voilà. Et ça date de 1983, lorsqu'il y a eu la marche des beurs. Il y a eu 100 000 beurs ou 150 000 beurs qui ont demandé à s'intégrer dans la République. Mais quelle a été la réponse du pouvoir? C'est-à-dire, quelle a été la réponse du CRIF par l'intermédiaire du pouvoir? Ils ont créé SOS Racisme. Exactement. Donc, ils ont détourné cette revendication. Et donc, en fait, les seuls musulmans qui peuvent espérer trouver des places dans les médias, dans la politique, etc., sont les musulmans qui acceptent de se soumettre, qui ne revendiquent pas. Et on a des Chalgoumi, on a des Djamel Debbouze, etc. Voilà. Et donc, en fait, moi j'appelle, si les musulmans commencent par la base à s'organiser, il faudrait qu'ils s'organisent contre ce système. Voilà. Il faut qu'ils aient le courage de dire, moi je me bats contre ce système. Je veux un vivre ensemble où tout le monde aura les mêmes droits. Ben justement, on peut aussi se poser la question, les répressions médiatiques et politiques à l'encontre des musulmans n'est que croissante. Hein. On a bien vu que pendant ces 10-15 dernières années, on a fait que bafouer les droits des musulmans, les pointer du doigt, les stigmatiser, voter même des lois pour diminuer les droits des musulmans. Justement, donc du coup, toi, pendant cette période de transition où les musulmans éventuellement s'organiseraient pour demander et affirmer leurs droits, est-ce que tu penses que le pouvoir va essayer de tacler ça de façon brutale et plus brutale que ça ne l'est maintenant, ou non? Le pouvoir essaiera toujours. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il est dirigé, c'est le CRIF qui donne les instructions au pouvoir. Quand je dis le CRIF, ça veut dire toute la communauté juive organisée. Ouais. Et il ne faut pas oublier que dans cette communauté juive organisée, il y a 4000 à 5000 sayanim. Oui. Donc des juifs sionistes qui sont drivés par le Mossad, qui reçoivent des instructions directement du Mossad. Et donc, il faut savoir une chose. Pourquoi les musulmans sont maintenus dans cet état en France? Il y a une arrière-pensée. Oui. Ce n'est pas par racisme. Non. C'est parce que les Juifs et Israël savent une chose. Si les musulmans occupaient leur vraie place en France, c'est-à-dire dans les médias, dans la politique, dans l'économie, la terreur au sein de la communauté. Mais ça serait la... Non, c'est-à-dire que la France va se détourner de la ligne pro-israélienne, va se détourner de la soumission au CRIF, va se rapprocher du monde arabe, va se détourner de l'Amérique. Et donc, mais c'est la raison fondamentale qu'on ne dit pas, bien sûr. Mais on invente d'autres raisons. On invente l'islamisme, on invente l'intégrisme, on invente les violations de la laïcité. Mais la laïcité, elle est faite au service du CRIF, au service des Juifs. On a fait des bruits terribles sur des musulmans, des horaires de piscine séparés à Roubaix, par exemple. Exactement, oui. Mais depuis 50 ans, il y a une école religieuse à Aix-les-Bains, une yeshiva réputée, et la piscine municipale, depuis 50 ans, offre des horaires séparés aux juifs, religieux. Mais personne ne dit pas. Oui. Mais justement, non, mais c'est ça le problème. Il y a 2 ans, par exemple, à Créteil, ou à une faculté de droit de banlieue, il y avait un examen de fac de droit qui a échappé à la vigilance des juifs et qui est tombé un jour de fête. On a repoussé le jour d'examen. Exactement, justement. Voilà. Donc, cette laïcité, on la sort uniquement pour brimer les musulmans. Voilà. Mais justement, ça c'est pour montrer un petit peu à quel point la communauté juive organisée ou judéo-sioniste ici en France est très très bien organisée. Justement, ça c'est les deux, on va dire, les deux péripéties ou les deux choses
qui sont parus au niveau des journaux très très locaux dont on a parlé quasiment, dont on ne parle pas au niveau des médias mainstream. Est-ce que tu auras plus d'exemples pour montrer l'influence du lobby judéo-sioniste pour défendre plus ou moins, enfin directement ou indirectement, les droits des juifs en France? Il y a c'est vrai, l'affaire de la piscine d'Extévin. Les juifs ont la communauté juive a des représentants au sein du ministère de l'Éducation qui déterminent les dates d'examen. Oui. Et ils ont leur calendrier juif. Et ils disent, ah non, tel jour on ne peut pas. Il y a une fête juive, donc il faut rayer le concours de tel. Il faut rayer le concours de tel. Bon. Par exemple, il y a une répression, il y a Christophe Oberlin. Oui. Il est prof de chirurgie à l'université d'Hydro, et qui est très engagé pour Gaza. Exactement. Il a donné un sujet en médecine humanitaire sur les attaques israéliennes, etc. Bon, il a reçu un blâme. Il y a une jeune fille qui a porté une jupe longue, elle a été stigmatisée. Bon, mais tout ça, ça fait partie, c'est tout un environnement pour stigmatiser les musulmans, pour qu'ils ne relèvent pas la tête. Il y a un employé d'Air France, à Nice, au service des bagages. Il est rentré un matin et il a dit salam alaikum. Il a été mis à pied. Mais s'il avait dit shalom ou hi, how are you? Mais ça, c'est pour montrer aux musulmans, tu fermes ta gueule. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays dominé par les juifs, par les judéo-sionistes. Et si toi, tu as envie de dire seulement alaikum, ben tu vas dans ton bled. Ici, tu es en France et tu te soumets. Tu rases les murs et tu portes les vêtements qu'on te dit de porter. C'est comme l'affaire des lycéennes, ou je ne sais plus, qui portaient des jupes longues. Oui, c'est ce que j'ai dit. Qui ont été, comment dire, réprimés à cause de ça. Et on voit de plus en plus, justement, que la laïcité, ça devient un prétexte pour... Oui, bien sûr. Blâmer, on va dire, les musulmans, et alors que normalement la laïcité, d'après la définition, devrait garantir la liberté de culte. Et moi j'ai dit à Marseille, cette guerre intercommunautaire, les musulmans ne l'ont pas voulu. Elle nous est imposée par la communauté juive. Voilà. Et donc, ou alors vous serez vaincus, écrasé, ou vous relevez la tête. Voilà. Mais cette guerre, elle vous est déclarée. Oui. Justement, pour faire le parallèle aussi avec ce que tu disais, hein, notamment les musulmans qui se font blâmer de plus en plus, tu as créé ta page le 4 janvier et les attentats de Charlie Hebdo ont eu quelques jours après. Oui. Et une des premières publications que tu as mis en avant, c'est justement l'affaire des... je crois il y a 2 ou 3 jeunes qui ont soutenu, on va dire, l'action des frères Kouachi et qui se sont fait blâmer par l'État. Je crois qu'ils ont purgé 4 ans de prison ferme, je pense. Et tu avais mis ça au niveau de ta page. Donc ça montre bien aussi le fait que c'est vrai qu'on condamne un petit peu l'action de Charlie Hebdo et l'attentat, mais ça justement, tu avais mis comme statut le fait que si jamais on aidait, on va dire, ils avaient purgé cette peine-là, mais les gens qui sont en train d'aider de près ou de loin, directement ou indirectement, l'action sioniste israélienne contre on va dire Gaza et les Palestiniens, eux, ils ne purgent rien, que ce soit ici en France ou n'importe où. Bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose à 2 vitesses. Ah oui, non, mais je crois que c'est tellement évident. Bon, le problème, c'est comment y faire face. Voilà. Pour moi, je pense que tous les musulmans, enfin la plupart, sont conscients quand même. On est arrivé à un point où on ne peut pas remettre ça en cause. Voilà, même quelqu'un de 11 ans, il comprend ça. Voilà, mais il faut maintenant répondre à cette politique. Exactement. Justement, Edoui Plenel a écrit un livre, pas très très longtemps, qui s'appelle Pour les musulmans. Oui. Et je ne l'ai pas lu, moi, personnellement. Moi non. Donc, mais est-ce que tu penses que, juste les dires d'Edoui Plenel, est-ce qu'il va dans le même sens que toi? C'est-à-dire, est-ce qu'il défend la communauté arabo-musulmane ici en France
ou bien les Français d'origine étrangère et musulmans ici en France, est-ce qu'ils les défendent de la même façon? Il y a un élément qui leur manque, oui. À Edwy Plenel, à Emmanuel Todd, oui. À tous ces penseurs qui... Ou pseudo-penseurs aussi. Non, à ces penseurs qui défendent, quand même, qui s'écartent de la doxa, oui. Et qui défendent les musulmans. Il n'y a aucun d'eux, en tout cas ma connaissance, oui. Ne fait le lien entre la domination judéo-sioniste, oui. Et l'islamophobie. Or, en fait, c'est fondamental. Ils subliment ça volontairement, j'ai l'impression. Soit par ignorance, oui. Soit parce qu'ils n'osent pas. Vu que c'est des intellectuels, on ne pense pas que ça soit... Soit parce qu'ils n'osent pas. Enfin, bon, oui. On peut leur laisser peut-être le bénéfice du doute, mais ils n'oseraient jamais, Edwy Plenel, Emmanuel Todd, ou d'autres, n'oseraient jamais dire l'islamophobie a une origine judéo-sioniste. Oui. Ils n'oseraient jamais. Même si on leur apporte des preuves. Enfin, et moi, enfin, je veux dire, pour moi, c'est incontestable. L'affaire de 1983, elle est claire comme de l'eau de roche. Bon, eh bien, ils n'oseront jamais aller au bout de leur pensée. Parce que l'islamophobie, c'est pas quelque chose qui vient comme ça ex nihilo. C'est pas un caprice de la société française. La société française, c'est les intérêts de la France en tant qu'État. C'est d'intégrer tous ses citoyens, de faire en sorte que tous les citoyens aient les mêmes droits. Sauf que depuis les années 80, le lobby judéo-sioniste a décidé que ça ne peut pas marcher comme ça. Et il ne faut pas que ça marche comme ça. Voilà. Je dirais aussi que je te fais part aussi de certaines pensées d'autres gens, oui, bien sûr. D'autres personnes qui ont lu justement ce que tu as mis au niveau de cette page-là. Et il y a des gens, par exemple, qui craignent le fait que la France s'anglicaniserait, c'est-à-dire deviendrait, enfin, autrement dit, on importerait le modèle anglican, enfin pas anglican, mais on va dire le modèle de Franc-Comté où toutes les communautés aussi diverses Très bien. Est-ce que les musulmans ont le choix en France? Non, voilà. À partir du moment où on établit le constat, oui. Voilà, il y a un lobby puissant, oui. Enfin, ultra puissant, qui domine, qui donne des instructions au président de la République, au Premier ministre, à la ministre de la Justice, oui. À la police, oui. Aux médias, au cinéma, même pour projeter un film. Oui. Le film d'Ilan Halimi, sur Ilan Halimi, qui était un four, un échec total au cinéma, et ben, le président de la République a donné instruction à France 2 de le projeter. Donc, quand on a affaire à un système pareil, alors les musulmans ont le choix. Ils savent maintenant, il faut qu'ils soient conscients. Il ne leur reste, s'ils veulent vraiment relever la tête et vivre dans un pays égalitaire, ils n'ont le choix que de s'enfoncer dans un communautarisme musulman pour contrebalancer l'autre. On n'a pas le choix. Et on ne va pas se battre, on ne peut pas se battre pour l'égalité de droit lorsqu'on a un seigneur et maître qui domine. Il faut créer des contre-feux. Il faut créer des forces communautaristes qui puissent s'opposer au communautarisme dirigeant. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre ça. Ouais. Et ici, on ne peut pas passer à côté. On ne va pas... Parce que lutter pour les mêmes droits, mais dans un pays qui est ultra dominé par les sionistes, c'est voué à l'échec. On est bien d'accord. Et justement, on va parler dans cette ligne. On voit bien, par exemple, la surmédiatisation aussi des intellectuels judéo-sionistes, comme tu l'écris très bien dans ton récemment, j'ai posté un truc sur Facebook, il y avait un débat sur l'islam, sur BFM. Oui. 4 juifs. Ouais, enfin, il n'y avait pas de... Mais c'est ahurissant quand même. Non, mais comme s'il n'y avait pas, des intellectuels, mais des milliers d'intellectuels. Non, ce qui est encore plus ahurissant, c'est ce que tu mets en avant dans ton article, c'est que, c'est vrai, il y a cette surmédiatisation, par exemple, des intellectuels juifs, hein, donc, comme tu les nommes, hein, pour ne pas les nommer, tu as les Zemmour, les Finkielkraut, les Askolovitch, les Lévy, les Adler et compagnie. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils ramènent leurs sbires pseudo-musulmans pour défendre, pour parler. Oui, on est bien d'accord, justement. Donc les gens, il faudra absolument qu'ils comprennent. Pour ne pas le nommer, par exemple. Voilà. Donc vous avez du Chalkoumi, l'autre, le pseudo Chalkoumi, celui qui lui ressemble, je ne me rappelle plus de son nom, Sifawi aussi, etc. Donc, voilà, donc du coup, on est bien d'accord. Il y a des milliers, voire même des dizaines de milliers d'intellectuels, et qu'il faudrait qu'ils prennent un petit peu
le micro et qui parle. Il y a l'autre, l'universitaire, dont je ne me rappelle plus de son nom, dont on a parlé l'autre fois, et qui s'est plié par rapport au lobby judéo-sioniste. Je ne me rappelle plus de son nom. Souhail Chicha. Oui. Oui. Et donc, du coup, lui, c'est un intellectuel. Il faut lui reconnaître les choses. Ah, tout à fait, c'est un universitaire. C'est un universitaire. Il est en Belgique. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est en Belgique. L'Université libre de Bruxelles. Oui. L'ULB, exactement. Mais justement, pour le nommer. Il a été très critique. D'ailleurs, je l'ai rencontré personnellement il y a 3 ans à Bruxelles. Mais justement, ces gens-là, je vais parler de lui, cette personne-là, Souhail Chicha, c'est un excellent, c'est un formidable type au niveau de ses idées, oui. Mais on voit bien la puissance de ce lobby-là qu'il a mis à jour, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit exactement. Il a été éjecté de l'université pour antisémitisme. Voilà, alors que normalement, il n'a rien dit. Alors qu'il est seulement antisioniste. Donc on avait aussi le cas de Souhail Chicha qui a été éjecté de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, pour cause d'antisémitisme, alors que normalement, lui, il n'est qu'antisionisme virulent. Ben justement, c'est quoi l'antisionisme? Non, lui, il était antisioniste, virulent, c'est-à-dire il menait des campagnes, etc. Et je ne sais pas ce qu'ils lui ont trouvé, ils lui ont trouvé un truc pour antisémitisme, et ils sont arrivés à le foutre dehors. Ça me fait rappeler un peu le discours, le débat télé, hein, enfin pas débat télé, mais le discours à la télé, entre le président de la LCR, comment il s'appelle, je crois. Besancenot. Alors, entre Besancenot et Roger Kukierman, où Kukierman dit à Besancenot, voilà, vous êtes antisémite parce que lors des manifestations, on a entendu des phrases complètement antisémites, etc. etc. Donc, du coup, voilà, on voit bien que, voilà, le coup qui s'abat, c'est une arme extraordinaire. Bien sûr, l'arme de l'antisémitisme. Justement, pour parler aussi de cette force, de la force du lobby judéo-sioniste, il y a aussi. Comme tu disais, Yannick, Sylvie Gouachavant. Oui, on va dire la sénatrice Sylvie Gouachavant, qui avait fait une proposition de loi pour faire étiqueter la viande battue rituellement, et qui avait reçu beaucoup de menaces de mort pour ça. Dont 0 menace venant de musulmans. Mais les musulmans, ils ont de la chance. Bah oui, parce que, ils ont de la chance. S'ils arrivent à manger halal en Europe et à faire la circoncision, c'est grâce aux juifs. Oh, bien sûr. Si les juifs ne faisaient pas la circoncision, on aurait déclaré la circoncision acte barbare. Exactement. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. D'ailleurs, en Allemagne, au Danemark, etc., il y a eu des voix pour faire interdire la circoncision, qui est un acte brutal sur un bébé de 8 jours. Enfin, non, mais c'est vrai quand on y pense. Mais contre la communauté musulmane ou contre la communauté juive? Contre la communauté parce que la communauté juive le faisait à 8 jours. À 8 jours, oui, c'est vrai. Et c'est pas dans les hôpitaux. Oui. Et là, enfin, il y a eu les lobbies se sont levés et donc même la viande cachère, si les juifs n'y tenaient pas, c'est quasiment une condition d'existence des communautés juives en Europe. Et donc, si les musulmans peuvent manger halal et faire la circoncision, c'est grâce aux juifs. Il faudrait qu'ils le remercient. Merci aux juifs, alors. Merci Kukierman. Merci Kukierman, exactement. Donc, en fait, j'aimerais bien aussi poser une question quant à 2 intellectuels très engagés, que sont Ronnie Broman et Pascal Boniface. Oui. Que penses-tu réellement de leur position? C'est un petit peu le même délire, c'est-à-dire eux aussi, comme Ed Whitnell et toute la clique, ne disent pas réellement que l'anti... Non, eux, ils sont contre la politique d'Israël. Oui. Bon. Et moi, j'apprécie beaucoup leur combat. Oui. Même si je ne partage pas tout leur... Moi, je suis d'avis, toujours, je me dis que lorsque quelqu'un s'oppose à la politique sioniste, de manière vraiment réelle, pas comme Henri Lévy. Henri Lévy, il s'oppose à l'occupation, comme si... Voilà. Mais en fait, c'est juste pour attirer les voix qu'on appelle de gauche, de Canal+. Oui. Mais Broman et Boniface font de réelles critiques de l'État sioniste. Violent, très violent. Oui, et donc pour ça, moi j'apprécie leur combat, leur engagement. Et même si je ne partage pas leur point de vue, je me dis que toute critique qui délégitime un peu plus Israël est le bienvenu.
Et donc, je ne m'amuserai pas à critiquer tel ou tel du moment, même Stéphane Hessel, par exemple. Il y a des gens qui critiquaient Stéphane Hessel. Mais moi, je dis que Stéphane Hessel a fait pour la Palestine, il a fait ce que moi, Broman et d'autres réunis n'auraient pas fait. L'impact qu'il a eu, et il a été extraordinaire. D'ailleurs, il a été, il a été traîné dans le boue par les Juifs. Et c'est là où on voit d'ailleurs... Même après sa mort, tu as raison. Et c'est là où on voit vraiment l'impact. Broman, par exemple, Boniface, il vient d'écrire un livre. Oui. Il y a une quinzaine d'éditeurs qui n'ont pas voulu de son livre, alors que c'est quelqu'un quand même de connu, reconnu, qui est président de l'IRIS aussi. Eh bien, il a dit qu'une quinzaine d'éditeurs n'ont pas voulu de son livre parce qu'ils ont peur, etc. Donc c'est là où on voit vraiment l'impact que peuvent avoir tel personnage. C'est-à-dire la critique et la hargne qu'il soulève dans les milieux judéo-sionistes. Dans le même manifeste que tu as créé, tu appelles aussi à mener à bien des alternatives comme des associations musulmanes d'entraide judiciaire, des comités citoyens musulmans pour l'alphabétisation ou l'échange de services, des listes électorales communautaires, etc. Autrement dit, tu dis aux musulmans, faites comme ce que font les juifs, c'est-à-dire aussi avec leur union des patrons juifs, etc. Non, différemment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir cette image que j'ai développée à Marseille, que la toile d'araignée tissée par les juifs, elle vampirise le sommet de l'État. Je veux dire, pour eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'agents. Ils contrôlent les médias, ils contrôlent le gouvernement, ils contrôlent les institutions politiques, économiques, financières, les publicitaires, etc. Les musulmans, s'ils veulent arriver à quelque chose, ils n'ont aucune chance au niveau des médias, au niveau de la politique. Il faut qu'ils partent de la base. Et donc, de la base, il faut créer, pour reprendre l'expression de Mao Tse-tung qui disait que pour allumer le feu révolutionnaire, il faut allumer des dizaines de feux de broussailles, des dizaines de milliers de feux de broussailles. C'est-à-dire il faut que les musulmans apprennent l'engagement, le fait de s'engager dans une petite action au niveau du quartier, au niveau de l'immeuble, au niveau de l'école, du lycée, ça donne envie de s'engager. Et ça donne, c'est une dynamique intellectuelle, culturelle, politique, parce que de l'engagement du quartier, de l'engagement lycéen, on peut aboutir à d'autres engagements. On peut créer des ponts vers d'autres associations. C'est pour ça que j'ai dit aux musulmans, aux jeunes surtout, parce que les jeunes, ils sont capables de se débarrasser de la mentalité harkie. Et donc, ils sont capables, eux, de défier le pouvoir. Et il faut qu'ils apprennent à s'organiser, quelle que soit l'organisation. C'est très important qu'ils prennent conscience de l'importance de s'organiser et de le faire concrètement. Justement, concernant l'entretien que tu as eu avec le fondateur d'Islam Info, oui. Peux-tu nous dire un petit peu sur la thématique, on la connaît, c'est un petit peu la promotion des musulmans ici en France, mais ça a parlé de quoi exactement, plus généralement? Je ne me souviens pas vraiment du détail, mais je crois qu'il voulait... on a parlé surtout de la situation des musulmans en France, de la domination du lobby, mais je crois que ce que j'avais retenu de cette vidéo, qui avait duré une demi-heure, je crois, c'était justement, et c'était très important parce que ça me revient, cette expression de communautarisme de résistance. Oui. C'est-à-dire, en fait, j'ai déjà à l'époque, j'appelais les musulmans, j'ai eu cette préscience j'ai saisi cette idée que les musulmans devaient s'organiser dans un communautarisme, mais un communautarisme de revendication, de résistance, pas d'enfermement. Ouais. Voilà. Quelques jours aussi après la création de ta page, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, et dans une des publications que tu as mis en avant, on connaît les positions du Ciné, qui a quitté volontairement, on va dire, Charlie Hebdo, voire même qui s'est fait... Non, il a été mis à pied. Ouais, voilà, il a été lourdé par Philippe Val. Mais il a dit une fois, je crois, on l'a interviewé, il a dit
Charb, Cabu et Volinsky bouffaient avec le pouvoir. Donc oui. ils parlaient essentiellement du pouvoir judéo-sioniste. Oui. Et donc du coup, donc, comme quoi, ça, on voit bien que pour Charb, pour Sidney, pardon, on a bien vu que ça lui a valu son poste. Non, mais de toutes les façons, c'est évident. Philippe Val. Oui. Moi je lisais de temps en temps le Charlier de Philippe Val, oui. Des dernières années, mais c'était un torchon anti-musulman et pro-sioniste. Ouais. Enfin, je veux dire, quand il parlait du Hamas, quand il parlait des Palestiniens... Il n'a plus rien à voir avec la subversion. Mais ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, la première fois que j'en ai vu un, moi, j'ai cru que c'était... on dit que Charlie Hebdo est un magazine d'extrême gauche. J'ai cru que c'était, à la base, un magazine d'extrême droite. Ah oui. Non, mais identitaire, en tout cas, conservateur, islamophobe. En tout cas, islamophobe et pro-sioniste. Ah, ça c'était évident. Et d'ailleurs, Philippe Val a été... Et pas subversif comme ça l'était auparavant. Enfin, moi il était peut-être un petit peu... Bon, il faut bien tirer les... D'ailleurs, il avait un électorat très très faible. Enfin, je veux dire, il allait fermer. Il n'arrivait même plus à il n'arrivait plus. Et donc, finalement, cet attentat est bien arrivé aussi, pour certaines femmes. Voilà, pour aussi donner un petit peu... Ils ont récupéré quelques dizaines de millions d'euros. Voilà, c'est exactement ça, des dizaines de millions d'euros. Mais justement, quand je parle de subversion, puisque moi je suis pas... Je suis né en 85, donc j'ai pas vécu dans les années 60-70. Alors, ce que je voyais, par exemple, maintenant, les vidéos des années 70 avec la subversion d'un certain Choran et compagnie, ben voilà, là c'était réellement subversif, et ça tapait sur toutes les communautés, non pas pour le plaisir de taper, mais pour rire de ça. Alors que l'impression, c'est pas une impression, c'est une vraie. Là maintenant, on a envie de taper directement sur une communauté bien précise pour, comme tu dis, pour la mettre à pied, etc. Voilà, il faut cette communauté, il faut la brimer. Voilà, il faut qu'elle baisse la tête. Et justement, c'est ça. Et moi, d'ailleurs, quand on voit aussi la couverture qu'ils avaient fait avec un musulman qui était criblé de balles avec écrit le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Je veux dire, ça a été parodié aussi. Si cette chose-là avait été faite en remplaçant le Coran par le Talmud ou par la Bible, franchement, voilà, là il y a quand même un peu incitation à l'aine, mais pour certaines communautés ça passe et pour d'autres non. Incitation à l'aine. Et il faut aussi, moi je dis, il faut absolument éliminer tous les trolls. Lorsqu'on voit par exemple Nadine Morano qui dit un bon musulman ça mange du porc, voilà, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle fait dans le cercle? Mais est-ce que... D'ailleurs, j'avais mis un truc, je ne sais pas si c'était Nadine Morano, je crois, qui avait dit il faut que les musulmans mangent du porc, quelque chose comme ça. J'avais dit, est-ce qu'elle oserait remplacer les musulmans par juifs? Et jamais. Enfin, imaginez que quelqu'un dise, pour être de bons Français, il faut que les juifs mangent du porc. Enfin, mais elle se fait... Elle se fait incendier, elle se fait massacrer. Voilà, ça leur paraît. Regardez par exemple un Philippe Tesson qui peut déclarer sont les musulmans qui amènent la merde en France. Oui. Mais remplacer musulmans par juifs, et vous allez voir ce que ça aurait donné. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour parler aussi, on va dire des musulmans qui adulent, oui. On va dire l'État israélien et la politique sioniste, et aussi un certain Boualem Sansal, et qui, comme tu le dis, c'est l'arabe tel que les aiment les sionistes. Voilà. C'est-à-dire le soumis avec un S majuscule. Mais c'est plus que Chalgoumi. Je pense, oui. Ah oui, non, mais c'est terrible, parce qu'en plus, c'est un écrivain de talent. Oui. Il faut le reconnaître. Enfin, et je ne sais pas par quel tour de passe-passe, enfin, ils l'ont amené à partir à Jérusalem pour discuter de la paix. Mais comment un arabe, c'est ça qui est terrible, comment un arabe musulman, algérien, avec son histoire de son pays, etc., peut accepter d'aller à Jérusalem occupé par les sionistes. Jérusalem est occupée, elle est judaïsée. On a chassé des dizaines de milliers d'Arabes de Palestiniens pour judaïser la partie orientale. Oui. Comment il peut aller s'asseoir avec des sionistes et parler de paix? Et depuis,
il s'enfonce dans la collaboration avec les sionistes. Ah bah oui. Et d'ailleurs, il est adulé par les sionistes. Ah bah oui. Enfin, je veux dire, on ouvre une page du CRIF, on a n'importe quoi. Mais tous les gens réellement qui se mettent à genoux devant la politique sioniste, mais ils sont adulés aussi par les sionistes. Moi, de temps en temps, j'aime bien aussi aller sur les pages et les sites communautaires juifs. Je veux dire, lorsque je vois dans les commentaires comment quasiment tous les éléments adhérents des sites et des pages adulent Chalgoumi, en disant que c'est l'imam par excellence, etc., etc. Voilà, je veux dire, il faut plus, il n'y a pas à faire un récit, je veux dire, c'est clair. Ils ont les médias, et les judéo-sionistes, ils tiennent les médias, et donc ils peuvent imposer qui ils veulent. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Et ils peuvent aussi sanctionner qui ils veulent. Parce que lorsqu'on voit l'affaire, par exemple, du PDG d'Orange, qui a été convoqué à Israël pour s'expliquer sur, entre guillemets, ses propos, et qui, je crois, deux ou trois jours après, enfin quelques jours après, présente ses excuses. Moi, lorsque j'ai vu, par exemple, son discours, qui n'était pas réellement si virulent que ça, parce qu'il ne faisait que dénoncer quelque chose qui devrait absolument être dénoncé. Je veux dire, il n'y avait rien d'acide et de caustique derrière, enfin, c'était ça. Mais, je veux dire, je me suis dit, quel panache. Mais quand j'ai vu, quelques jours après, comment il s'est mis à genoux, après être convié à Israël, là, on comprend encore plus le pouvoir du lobby. Écoutez, quand vous avez... Je ne citerai que 2 publicitaires. Or, vous savez que la publicité, dans un pays comme la France ou aux États-Unis, la publicité est le nerf de la guerre. Ah bah oui. C'est même le 4e pouvoir. Aucun média ne peut vivre, aucune entreprise ne peut vivre sans l'appui des publicitaires. Or, les 2 plus grands publicitaires en France, qui tiennent quasiment 60 à 70% du marché publicitaire, sont 2 juifs sionistes. Maurice Lévy de Publicis et Bertrand Fuchs de Havas. Celui qui a lancé DSK et qui a lancé Manuel Valls. Donc, je comprends. Le PDG d'Orange, s'il a un coup de fil de Maurice Lévy, il va se plier par rapport à aller lutter contre un type pareil, qui tient quasiment... Voilà, il tient le marché publicitaire. On est bien d'accord. Mais justement, si jamais aussi on a fait cette vidéo-là, qui peut paraître naïve, des questions naïves, des réponses directes et franches, c'est aussi pour dire aux musulmans, je veux dire, le tableau est dressé depuis longtemps, on vous le redresse encore une 2e fois, je veux dire, il suffit de le voir pour voir la réalité. Moi, je m'adresse surtout aux jeunes. Oui. À partir dès l'âge de 15-16 ans, là où ils sont, prenez-vous en main, prenez des initiatives, même à 2, 3 personnes, 4 personnes, le reste viendra après. Oui. Juste organisez-vous. Voilà. Allez prendre un café ensemble et discuter politique. Invitez un prof. Organisez un thé à la menthe. C'est comme les réunions Tupperware dans les années 60 et 70. Organisez un thé à la menthe et parler du voile, comment faire par exemple pour peser sur une élection locale. Commencez à la base. Voilà. C'est aussi facile que ça. En tout cas, Jacob Cohen, merci beaucoup. Je vous en prie. Et on vous dit à très très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah.